Bonjour et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans Paris Direct. Nous sommes ensemble pour une heure d'information. Voici les principaux titres. On connaît l'affiche du second tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Benoît Hamon affrontera Manuel Valls dimanche prochain. Benoît Hamon donné grand favori face à l'ancien Premier ministre grâce au soutien du troisième homme, Arnaud Montebourg. Les négociations de paix sur la Syrie ont commencé à Astana, au Kazakhstan. Les acteurs du conflit sont réunis sous la houlette de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Mais les rebelles ont annoncé ce matin, à l'ouverture des pourparlers, qu'ils refusaient de négocier en direct avec les émissaires du régime de Bachar al-Assad. Et puis Adama Barrow est attendu dans les prochains jours en Gambie. Le nouveau président attend au Sénégal que les troupes africaines de la CEDEAO aient sécurisé Banjul, la capitale gambienne, 24 heures seulement après le départ de Yahya Jammeh. Voilà pour les titres à suivre également pendant cette heure d'information. La chronique de Marina Bertsch à 13h15. Elle reviendra sur la circulation différenciée instaurée pour la première fois à Paris aujourd'hui. Les voitures affichant la vignette anti-pollution critère numéro 5 n'ont pas le droit de circuler pour tenter de réduire un pic de concentration de particules. Et puis on vous propose également un extrait de notre magazine des observateurs de France 24. Au Cameroun, un ingénieur raconte comment, après des études aux États-Unis, elle est décidé de rentrer chez lui pour creuser des puits et donner enfin l'accès à l'eau à ses concitoyens, alors qu'en Inde, des femmes se mobilisent contre le harcèlement de rue et le montrent sur les réseaux sociaux. On ne l'avait pas vu venir, l'outsider Benoît Hamon est arrivé en tête dimanche soir du premier tour de la primaire de la gauche avec plus de 36,3% des voix. Il devance Manuel Valls qui remporte lui 31,1% des scrutins et bénéficie par ailleurs du soutien du troisième homme de cette primaire, Arnaud Montebourg, qui a récolté 17,5% des voix. Manuel Valls et Benoît Hamon qui pensent déjà au second tour et battent leur appel des troupes avec des visions différentes. Regardez hier ce petit tour des 3 QG des principaux hommes de l'élection. Les réactions des candidats, c'est signé Axel Simon. Les derniers sondages l'avaient prédit. La montée en puissance de Benoît Hamon s'est concrétisée dans les urnes. Celui dont la proposition d'un revenu universel garanti a fait couler beaucoup d'encre sort largement en tête du premier tour, avec plus de 5 points d'avance sur l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Il n'y a aucune chance pour la gauche de l'emporter si elle n'a pas un projet politique qui propulse un imaginaire puissant face à une droite totale et une extrême droite dangereuse. Je l'ai dit et répété, et aujourd'hui je veux porter cet imaginaire politique puissant. Face à cette percée, Manuel Valls souhaite incarner la gauche de gouvernement. Pour lui, Benoît Hamon est un rêveur et ses propositions sont idéalistes. Non seulement je crois qu'une autre campagne commence et que je peux l'emporter dimanche prochain, mais parce que sans doute jamais la gauche française depuis très longtemps n'a été confrontée à un choix aussi clair. Reste qu'arithmétiquement, l'équation s'annonce complexe pour l'ancien Premier ministre. Arnaud Montebourg, troisième homme avec près de 18% des suffrages, a appelé ses électeurs à voter pour Benoît Hamon au second tour. C'est clair que là, la dynamique est du côté de Benoît Hamon, non seulement parce qu'il est en tête, mais aussi parce qu'il est parti de loin. Au fond, lui n'était pas du tout favori, c'était un peu même un outsider il y a quelques semaines. Donc clairement, la dynamique est de son côté et l'appel à voter pour lui d'Arnaud Montebourg, le troisième, effectivement, pèse très lourd. La bataille de l'entre-deux tours s'annonce âpre entre les deux anciens ministres qui incarnent deux pôles opposés du Parti socialiste. Et puis les deux finalistes ont des programmes très différents. Benoît Hamon, dont le revenu universel est la mesure phare, incarne la gauche de la gauche. L'ancien Premier ministre Manuel Valls veut représenter, lui, une gauche plus réaliste. Les précisions sur leur programme et leurs idées par nos confrères de France 3. Manuel Valls, Benoît Hamon, deux candidats aux orientations bien différentes. Entre l'ex-premier ministre et le frondeur, les divergences se sont affirmées au cours des débats. Le revenu universel d'existence, c'est la proposition phare du programme de Benoît Hamon. Manuel Valls dénonce une mesure coûteuse et irréalisable. Ce que je propose, c'est que le revenu universel, dès l'année 2018, soit versé sous la forme d'une somme de 600 € à l'ensemble des personnes pauvres éligibles au RSA et à l'ensemble des 18-25 ans. Et si on veut financer un revenu décent, comme je le propose,
pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et je pense aux jeunes de 18-25 ans. On ne peut pas s'engager, c'est l'un des débats d'ailleurs de cette primaire, et c'est un débat de qualité, sur un revenu universel qui demain pèserait 350 milliards, je le dis évidemment amicalement. Autre clivage, la loi travail. Manuel Valls défend l'une des principales lois du quinquennat, une loi passée en force à coup de 49-3. Son adversaire Benoît Hamon réclame son abrogation. On pourrait refaire le débat sur la loi travail, sur les explications ratées, je les ai bien sûr assumées. Mais cette loi, à travers les quelques exemples que je viens de prendre, est, j'en suis convaincu, une avancée. Oui, il faut abroger la loi travail et en faire une vraie. Une loi qui se préoccupe des conditions de l'amélioration des conditions de travail des salariés. C'est un engagement que je prends. Désaccord aussi sur le budget de l'État. Si Benoît Hamon est prêt à laisser filer le déficit, Manuel Valls, lui, revendique son attachement à la règle des 3% imposée par Bruxelles. Sur les questions de société, les deux hommes s'opposent notamment sur la légalisation du cannabis. Benoît Hamon et Manuel Valls se retrouveront face à face mercredi soir pour un débat qui s'annonce musclé entre deux gauches de plus en plus irréconciliables. Environ 1 600 000 personnes ont fait le déplacement dimanche pour ce premier tour, contre 4 millions pour la primaire de la droite. Et à droite, justement, on insiste sur les défis qui attendent tous les candidats de la gauche à la présidentielle. Pour Thierry Solère, soutien de François Fillon, il y a beaucoup d'obstacles à franchir. Écoutez. La gauche, elle a 3 problèmes. Un, d'abord, c'est son bilan, collectivement. Et on voit tous les anciens ministres, tout le Conseil des ministres est représenté soit dans la primaire, soit en dehors de la primaire. Deuxièmement, elle est divisée, puisque tous les candidats de la gauche ne sont pas candidats dans la primaire. Il y a Emmanuel Macron en dehors, il y a Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas de la gauche gouvernementale, il y a M. Jadot, qui sont en dehors de cette primaire. Et enfin, elle est aujourd'hui dans l'incapacité, avec une surenchère de propositions les plus démagogiques les unes que les autres, pour dépenser des centaines de milliards d'euros que les Français n'ont pas, est en capacité à porter un visage crédible pour redresser le pays de toute évidence. Autre grand titre de la journée, les négociations de paix pour la Syrie qui ont commencé ce matin à Astana, au Kazakhstan. Des discussions qui s'annoncent compliquées. Les rebelles ont ainsi annoncé à l'ouverture des négociations qu'ils refusaient de discuter en direct avec les émissaires de Bachar al-Assad. Mais ces pourparlers constituent pourtant déjà une victoire en eux-mêmes, une victoire diplomatique pour Moscou. Cécile Galluccio. Ils sont tous réunis autour de cette même grande table. Opposition syrienne d'un côté, russe et régime de Damas de l'autre. Mais pour la suite des discussions, les rebelles ont refusé de négocier en face-à-face avec les émissaires de Bachar el-Assad. L'événement n'est pas simple. Vous savez que la crise syrienne a duré 6 ans. Donc nous mettons tout en œuvre pour rapprocher les positions des partis impliqués dans le conflit syrien. La position du gouvernement syrien et celle des groupes d'opposition armés. Parmi les groupes rebelles présents, Jaïch al-Islam, l'armée libre d'Idleb et Soukour al-Sham notamment. Les discussions seront donc surtout d'ordre militaire. Pas question pour l'instant de régler les sujets qui fâchent, comme la transition politique en Syrie et le sort de Bachar el-Assad. Il y a 2 enjeux qui doivent être abordés ici. D'abord, la consolidation de l'accord signé par la Turquie et la Russie le 30 décembre concernant le cessez-le-feu. Ensuite, la prise en compte de toutes les violations du cessez-le-feu commises par le régime et par l'Iran. Du côté de Damas, ces pourparlers doivent également servir à faire la distinction entre les rebelles, dits modérés, et les djihadistes. Un certain nombre de points vont être abordés. Faire le tri entre les groupes armés qui ont accepté d'aller à Astana, qui acceptent le cessez-le-feu, et le Front al-Nosra et l'organisation État islamique. C'est aussi un test de crédibilité pour ceux qui ont fait le déplacement. Un test aussi pour Moscou et Ankara, les parrains de ces pourparlers. Des pourparlers qui devraient se poursuivre à Genève à partir du 8 février, cette fois sous l'égide des Nations Unies. Et on retrouve sur place à Astana notre envoyée spéciale Elena Voloshin. Bonjour. Elena, les rebelles ont fait part ce matin de leur refus de parler en direct avec les représentants du régime. Ça met du plomb dans l'aile des négociations alors que les Russes espéraient des négociations justement différentes des précédents.
Oui, tout à fait différente de celle qui s'était tenue à Genève, où l'opposition syrienne et le régime ne se sont jamais parlé directement. Eh bien non, elles ne seront pas différentes. Ceci dit, concernant les Russes, il faut tout de même noter qu'ils se sont bien gardés de se montrer trop optimistes parce qu'ils savent que ces pourparlers étaient extrêmement compliqués à organiser. Et avant qu'ils ne débutent, Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, disait même qu'il y avait peu de chances que ces pourparlers aboutissent tant les acteurs sont nombreux. Alors que s'est-il passé à la mi-journée au moment où ces pourparlers devaient débuter? Eh bien, on a appris effectivement à la dernière minute que les rebelles ne négocieraient pas directement avec le régime. Pourquoi ce geste? C'est un geste symbolique parce que les rebelles veulent être en position de force pour réclamer des garanties au régime syrien. Que veulent-ils obtenir? Eh bien, ils veulent obtenir un respect du cessez-le-feu, mais pas n'importe comment, par un mécanisme très strict de contrôle par des observateurs dans les zones de combat et également par un mécanisme de punition pour ceux qui violent le cessez-le-feu. Cela concerne notamment, du point de vue des rebelles, et bien évidemment l'armée de Bachar al-Assad qui tente par endroits de reprendre des positions aux rebelles. Et c'est exactement ce qu'ils veulent stopper avant de poursuivre toute négociation ultérieure. Elena, ces négociations à Astana doivent surtout entériner le cessez-le-feu. Qu'en est-il du volet politique ? Eh bien justement, les rebelles disent qu'il n'y aura pas de négociations politiques tant que ces bases militaires ne seront pas posées, ce respect du cessez-le-feu. Les négociations politiques, elles sont prévues, vous le disiez, à Genève, début février, sous l'égide des Nations Unies, mais sans aucun doute, eh bien, c'est pour parler aujourd'hui à Astana, eh bien, ils préfigureront ce qu'il adviendra pour parler à Genève. En tout cas, ce que l'on peut dire ce soir, c'est que le ton est déjà monté puisque le responsable de la délégation du régime syrien, Bachar Jafahari, a traité la délégation syrienne de terroriste. Et de leur côté, eh bien, les opposants syriens ont dit que si ces pourparlers n'aboutissaient pas, eh bien, tout simplement, tout le monde allait reprendre les armes et ça allait en rester là, des négociations. Voilà donc pour l'ambiance ce soir. On attend de voir comment cela va évoluer et il faut bien avoir en tête que ces pourparlers aujourd'hui à Astana, eh bien, ce sont les bases pour de futurs pourparlers politiques. Les rebelles, ça l'ont fait comprendre très clairement. Merci Elena pour ces précisions depuis le Kazakhstan. Les soldats de la CEDEAO ont pris le contrôle du palais présidentiel à Banjul. Après 6 semaines de crise politique et 22 ans à la tête de la Gambie, Yahya Jammeh a finalement accepté de quitter le pouvoir. Désormais, Adama Barrow, le nouveau président, est attendu. Il devrait arriver du Sénégal dans les prochains jours. Notre correspondant Patrick Fandiot a pu le rencontrer. Écoutez. Je suis toujours à Dakar parce que je pense que vous savez tous qu'il y a des troupes de la CEDEAO qui sont déjà à Banjul et elles doivent me donner le feu vert pour quitter Dakar et rejoindre Banjul. Nous attendons ce feu vert. Je ne peux pas vous donner de date ni d'heure précise, mais ce sera pour très bientôt. Et puis une semaine seulement après leur apparition, les vignettes critères sont testées pour la première fois. Ce lundi, la circulation dans Paris a été interdite aux véhicules les plus polluants pour tenter de réduire un pic de concentration de particules. La France est de nouveau touchée par de fortes concentrations de particules qui sont clouées au sol par la météo. Les précisions de nos confrères de France 3. Porte Maillot à Paris, l'un des principaux points d'entrée dans la capitale. Déploiement policier au petit matin, les gardiens de la paix contrôlent les vignettes que chaque véhicule est censé désormais afficher pour pouvoir circuler. Premier constat, elles ne sont pas bien nombreuses, ces vignettes. Je ne savais pas que ça s'appliquait aujourd'hui. D'accord. De toute façon, votre véhicule, votre première immatriculation date de 2002. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas en infraction. Ouf. Mais par contre, vous allez devoir commander votre vignette sur Internet. Oui. D'autres ont commandé le précieux certificat, mais ne l'ont pas encore reçu. Ce que confirme la direction régionale de la sécurité routière. Il y a à peu près un quart des franciliens qui, à ce jour, ont acheté la vignette. Par contre, beaucoup l'ont commandé. Là, il y a des milliers et des milliers de commandes en cours. Donc, il faut 2 à 3 semaines pour que l'imprimerie nationale puisse envoyer la vignette. Aujourd'hui, à Paris, seuls les véhicules les plus anciens n'ont pas le droit de circuler, ce qui ne relève d'aucune vignette ou d'une vignette grise. Mais la capitale n'est pas la seule à être touchée par le pic de pollution aux particules.
D'autres régions ont été contraintes de prendre des mesures. À Dunkerque, par exemple, les transports sont gratuits. J'ai un grand trajet à faire, donc c'est beaucoup plus simple en bus qu'à vélo. Et du coup, j'évite la voiture aussi. À Lyon, la circulation alternée a été choisie, combinée au système des vignettes. Lyon, Paris, Grenoble, Bordeaux, où la vitesse a également été réduite, comme dans 5 départements et sur de nombreuses autoroutes à travers la France. La situation ne devrait guère s'arranger dans les jours à venir, en raison de la persistance d'un anticyclone au-dessus d'une grande partie du pays. 13h15 à Paris, je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. On connaît l'affiche du second tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Benoît Hamon affrontera Manuel Valls dimanche prochain. Il est donné grand favori face à l'ancien Premier ministre, grâce notamment au soutien d'Arnaud Montebourg. Les négociations de paix sur la Syrie ont commencé à Astana, au Kazakhstan. Les acteurs du conflit sont réunis sous la houlette de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Mais les rebelles ont annoncé qu'ils refusaient de négocier en direct avec les émissaires du régime en représailles au combat qui continue, notamment dans la région de Wadi Barada. Et puis Adama Barrow est attendu dans les prochains jours en Gambie. Le nouveau président attend que les troupes africaines de la CEDEAO aient sécurisé Banjul 24 heures seulement après le départ de Yahya Jammeh, ancien président au pouvoir depuis 22 ans. Et on revient, on fait le décryptage du jour sur cette primaire de la Belle Alliance Populaire. C'est l'outsider Benoît Hamon qui est arrivé en tête hier soir du premier tour de cette primaire de la gauche avec plus de 36,3% des voix. Il devance Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, remporte lui 31,1% des scrutins. Et Benoît Hamon bénéficie par ailleurs d'ores et déjà du soutien du troisième homme de cette élection, Arnaud Montebourg, qui totalise plus de 17% des voix. Manuel Valls et Benoît Hamon qui pensent déjà au second tour et battent le rappel des troupes avec des visions différentes. Et on va parler de cet entre-deux tours avec notre invité, Olivia Grégoire. Bonjour. Vous êtes directrice du cabinet de stratégie Olicare, spécialiste en communication politique. Je voudrais d'abord revenir sur ce gros fiasco, ce gros tollé depuis hier sur la participation à la primaire. On sait que c'est aux alentours d'1,5 million. On a eu des chiffres hier soir qui évoquaient 1,7 million, tendant vers 2 millions. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup moins. Et on n'a toujours pas les chiffres définitifs, ni sur la participation, ni sur le nombre de bureaux de vote. Comment ça se fait ? Pourquoi ? Vous avez raison. On parle même de pataquès dans la presse ce matin, pour donner un autre mot. Plusieurs choses sont étonnantes dans cette question de la mobilisation. Déjà, faut regarder un petit peu. En règle générale, c'est pas tout de suite qu'on a les chiffres de la mobilisation sur une primaire. Si on regarde à droite, il avait fallu attendre quelques heures le lendemain matin du dimanche soir, au premier comme au second tour des primaires, pour avoir les chiffres exacts. Donc, il n'y avait pas de drame ce matin quand on n'avait pas les chiffres absolument exacts. Il y a deux choses qui contribuent à créer ce climat un peu délétère sur les chiffres de la participation aujourd'hui. C'est premièrement les sorties assez prématuré, je dirais, des membres de la haute autorité, à commencer par Monsieur Clay, qui, dès 21h, je crois, hier, s'est quand même mouillé, entre guillemets, avec Monsieur Borgel, parlant d'une participation aux alentours de 1,5 million à 2 millions de participants. On sait que c'est un chiffre qui n'était pas anodin. Monsieur Cambadélis, en charge du Parti Socialiste, est lui aussi sorti très tôt dans la soirée pour dire que les 2 millions semblaient être atteints sur cette primaire et donc que l'objectif était rempli. Il y avait un enjeu politique dans cette annonce qui était important, qui était de montrer dès hier soir que le fiasco auquel certains pouvaient s'attendre n'avait pas eu lieu, puisque comme vous le savez, plus on se rapproche des 2 millions, plus cette primaire sera considérée comme réussie. Donc on comprend le symbole politique et l'importance de l'analyse politique du chiffre, qu'hier soir il n'ait pas été stable, c'est pas très grave, que les membres de la haute autorité la haute autorité citoyenne soit sorti, c'est un peu plus problématique. Le vrai sujet ce matin, et c'est ce qui se dit beaucoup dans les rédactions et les médias, c'est comment se fait-il, il y a deux choses, qu'avec 70% à peu près des bureaux de vote dépouillés, on ait eu une participation aux alentours d'1,6 million, 1,7 million, ce qu'on disait hier soir, et qu'alors même ce matin, qu'on a 90% ou 95% des bureaux de vote dépouillés, on a une participation plus faible. Donc il y a un certain nombre de voix dont on se demande où elles sont parties, envolées, disparues,
disparu, que sais-je. Le vrai sujet qui est à voir dans les prochaines heures, c'est comment se peut-il, et c'est un peu technique mais c'est important, que cette participation évolue, que ce soit 1,3 million, 1,5 million, 1,7 million, on va le voir dans les heures qui viennent, mais que ça n'ait aucun impact sur les scores des candidats. Il y a forcément un impact, que ce soit M. Hamon, M. Montebourg ou M. Valls, sur cette participation. Donc ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on voit la participation qui est en train de bouger, 1,3 million, 1,7 million, on va voir, mais quel impact sur le score des candidats? Est-ce que M. Hamon fera toujours 36% ou est-ce que ce sera 38% à la fin de la journée? Bonne question. Alors, justement, sur les candidats, on a déjà des idées un peu plus précises sur les scores qui risquent de les attendre au second tour, puisque un certain nombre de candidats déçus ont déjà annoncé pour qui ils avaient l'intention de voter, notamment donc Arnaud Montebourg, le troisième homme, qui est autour de 17% et demi, qui veut se rallier à Benoît Hamon. Ce qu'on retient surtout, c'est qu'aujourd'hui, les deux finalistes, Benoît Hamon et Manuel Valls, ont des discours et des programmes qui sont radicalement opposés. Alors évidemment, une primaire insiste sur les différences, mais là, on imagine l'après-second tour, comment cette gauche extrêmement écartelée entre les extrêmes va pouvoir se réunir derrière un seul homme. C'était déjà la question du premier tour, question qu'on s'est tous posée. Ça devient beaucoup plus difficile entre Valls et Hamon, qui sont naturellement assez opposés. On a une gauche de gouvernement qui est assez claire et parfois un peu brutale au plan social, qui n'est pas au cœur de la tradition socialiste, avec Manuel Valls, qui est plutôt une gauche avec des guillemets social-démocrate, en tout cas qui a tenté de moderniser, en tout cas de faire bouger les lignes. On a de l'autre côté un Benoît Hamon dont la baseline, le slogan est important, faire battre le cœur des Français. C'est pas rien. Benoît Hamon a joué sur l'émotion. Il a joué à réenchanter quelque part le peuple de gauche qui est orphelin. Je vais vite. Effectivement, depuis le quinquennat de François Hollande, il y a au sein du Parti socialiste plusieurs courants. Je vous rappelle que c'est Manuel Valls qui parlait des gauches irréconciliables. Je crois qu'il l'est aujourd'hui face à ses propres mots, face à ses propres analyses. Nous avons deux gauches irréconciliables en France. C'est une réalité. D'ailleurs, il y en a peut-être même plus que deux, peut-être même trois, peut-être même quatre. Parce que la vraie question, c'est est-ce que la gauche ne joue qu'à l'intérieur de la primaire ou est-ce que les détenteurs de la gauche d'aujourd'hui, que ce soit messieurs Mélenchon ou messieurs Macron, qui ne sont pas dans la primaire, ne sont-ils pas aussi porteurs d'une philosophie de gauche, ou en tout cas progressiste, comme on dit aujourd'hui. Donc en réalité, il n'y a pas deux, il n'y a peut-être pas trois, il y a peut-être quatre gauches, il y a plusieurs matchs dans le match, on s'y attendait. Ce qui est sûr, c'est que le débat de mercredi sera un débat programme contre programme, positionnement contre positionnement. On a affaire à deux hommes qui ne se ressemblent pas du tout. Ils ont un point commun, si je puis me permettre, d'être deux apparatchiks du Parti socialiste. Benoît Hamon, il le reconnaît, a fait toute sa carrière en politique, du mouvement des jeunes socialistes jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sont deux hommes qui connaissent bien la politique, mais ce sont deux hommes qui aujourd'hui jouent deux matchs très différents. Un Manuel Valls qui va devoir montrer la difficile faisabilité du projet de Benoît Hamon. Il a déjà commencé. Il est d'ailleurs sur tous les médias aujourd'hui pour exprimer et décliner combien le programme de Benoît Hamon est impossible à mener en France. À l'inverse, vous aurez un Benoît Hamon qui tiendra bon sur ses idées phares, à commencer par le revenu universel. Et vous aurez un Benoît Hamon qui a une posture assez calme. Il a fait campagne sur son programme. Pas contre le programme des autres, mais sur la promotion de son programme. En ça, ils se ressemblent un peu avec François Fillon, puisqu'ils ont fait tous les deux des campagnes pour et non contre. Mercredi, c'est des hommes et deux projets qui seront vraiment l'un contre l'autre. Alors, on a la vision réaliste de Manuel Valls, en tout cas c'est comme ça qu'il l'a décrit, à côté celle idéaliste, entre guillemets, humaniste, en tout cas de Benoît Hamon. Et puis au milieu, on dirait qu'il y a un boulevard qui s'ouvre pour Emmanuel Macron, qui n'a pas encore vraiment donné son programme et qui pourra en profiter justement pour déterminer un petit peu ce qu'il veut faire et ce qu'il veut dire. Le boulevard est-il plus grand aujourd'hui au lendemain qu'hier, au lendemain de la primaire, du premier tour, je suis pas sûr. Le boulevard est là. Il le sait bien, Emmanuel Macron, qui notamment la semaine dernière, en plus, a eu l'outrecuidance de faire cette communication à quelques heures du dernier débat pour couper un peu l'herbe sous le pied de la médiatisation des primaires et pour annoncer sa stratégie pour les législatives. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, n'oublions pas Monsieur Mélenchon non plus, qui trace aussi son sillon, qui se fait vraiment remarquer qu'il y a une forte identité, notamment sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux seront des médias à part entière dans cette campagne. Et on voit que Jean-Luc Mélenchon marque la différence, notamment en ligne et sur les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, c'est que, contrairement à ce que disent beaucoup d'analystes et de médias ce matin, et pour m'inscrire un peu en porte-à-faux, je ne suis pas si sûre que la forte avancée
de Benoît Hamon soit une si bonne nouvelle pour Emmanuel Macron. Parce que si on se projette un petit peu, sans faire de la politique fiction, mais il me semble qu'un rapprochement, ou en tout cas une alliance, un front, entre messieurs Mélenchon et messieurs Hamon ne serait pas impossible contre Emmanuel Macron, là où il aurait été beaucoup plus difficile d'envisager une alliance Valls-Mélenchon ou Montebourg-Mélenchon. Donc sans parler d'alliance, parce que je ne pense pas que Benoît Hamon, et je ne suis même pas sûr que ce soit bon pour le Parti Socialiste, aille remettre ses voix post-second tour entre les mains d'un autre acteur, je pense qu'il y a un axe quelque part qui se dessine et qui témoigne aussi de l'opinion des Français, une volonté aussi de cette gauche un peu dure, de cette gauche sociale, le discours porté par Benoît Hamon, peut rencontrer celui de Mélenchon et peut, à un moment ou à un autre, créer un axe droite dure face au progressiste Macron qui peut poser problème dans la campagne. Donc, à mon avis, et pour connaître, pour voir les entourages travailler, je pense que chez Emmanuel Macron, il regarde ça avec beaucoup de circonspection et que la typologie du vote Benoît Hamon hier est regardée de très près parce que ça n'est pas rien et le rapprochement est possible. Merci beaucoup, Olivia Grégoire, Merci pour cet éclairage. Et tout de suite, c'est